Notre dernier sujet, c'est le Togo, où l'école a repris partiellement ce lundi. Les écoles qui avaient été fermées depuis mars par les autorités pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Eh bien, un peu partout au Togo, des élèves vont enfiler à nouveau leur tenue scolaire et repris le chemin de l'école. Ce sont uniquement les élèves en classe d'examen. Il faut savoir qu'au Togo, on passe 4 examens. Le CEPD, le BPC, le probatoire qui est complètement inutile et puis le baccalauréat, ça ce n'est que mon avis. Ils ont repris le chemin des classes. Après évaluation de la situation sanitaire et sur conseil du comité scientifique, les autorités donc ont rouvert les écoles pour quelques semaines de mise à niveau avant les examens finaux et les conditions de reprise sont un peu spéciales également. Port de masque obligatoire, dispositif de lavage, mais distanciation sociale dans les classes. Germain Soussou, bon, j'avoue que vous deux, sur le plateau, vous êtes des acteurs du domaine de l'éducation. Premier constat aujourd'hui, c'était comment? Oui, et personnellement, j'ai eu la chance de faire le tour tout au moins dans ma commune et également à travers nos collaborateurs dans les autres communes pour vérifier. Effectivement, il y a eu reprise. Il y a eu reprise et comme l'autorité même avait pris les dispositions pour avoir des réunions avec les directeurs régionaux et les inspecteurs, et beaucoup plus tard les inspecteurs avec les directeurs des établissements. Oui, les dispositions qui ont été données ont été, en tout cas partout où moi je suis passé, ont été respectées. Je vais même dire qu'il y a des proviseurs que j'ai rencontrés qui ont fait des efforts, qui sont même allés, qui nous ont surpris, qui ont pris des dispositions pour qu'il y ait véritablement déjà à l'entrée des écoles des kits de lave-mains et tout ça là. Et nous avons voulu également cherché à savoir ce que l'autorité a apporté, tout ça là. On s'est rendu compte qu'il y a eu des bavettes. L'autorité a envoyé des bavettes. Donc, avant que je n'arrive dans l'émission ici, les informations que nous avons eues, même à l'intérieur, disent effectivement qu'il y a eu des bavettes que l'autorité a préparées. Bon, voilà. Donc, la rentrée a eu lieu avec les dispositions au niveau des primaires. Comme vous l'avez dit, c'est la classe de CM2. Donc, les enseignants qui officient au préscolaire se sont joints à ceux du primaire pour que toutes les dispositions qui ont été prises par l'autorité puissent être respectées. On les a vues dans les écoles également. Donc, je peux dire grosso modo que, oui, là, pour le premier jour, la rentrée s'est faite et les dispositions pour s'asseoir dans les classes en forme de Z, voilà, ont été respectées à des niveaux. Certains niveaux compte tenu peut-être de l'effectif, tout ça là, mais les responsables des écoles ont pris les dispositions pour qu'il y ait port de bavettes, le lavage de mains et puis la disposition. Maintenant, c'est comment faire pour que ça puisse être pérenne jusqu'à ce qu'on organise les élections. Les enfants puissent continuer. Les examens, vous m'excusez, les examens. Ah, vous m'excusez, les élections. Les examens, bientôt. Vous savez que il y aura les examens. Et vous savez, les enfants, dès qu'ils sortent, oui, pendant qu'il y a les enseignants, il y a toutes les dispositions, mais dès qu'ils sortent de l'école, de l'enseignement de l'école, il n'y a pas une discussion pour les suivre. On va revenir sur ça tout à l'heure. Kofi Kanito, vous avez observé, est-ce qu'on peut dire finalement que le respect des gestes barrières était systématique un peu partout? D'abord, il faut qu'on apporte un petit correctif. Il n'y a pas que 4 examens à passer. Vous avez cité les examens de l'enseignement général. Il y a les câbles, les BP, les CAP, tout ça là, qui sont les lycées techniques, les CFA. C'est des examens. On a souvent tendance à oublier parce que et à ne regarder que malheureusement c'est là où les diplômes obtenus à partir des examens devaient être fructueux, que nous oublions et nous regardons là où ça nous pousse, là où on ne connaît pas. Donc, effectivement, il faut dire que moi, je voudrais dire ici, faire remarquer ici que la préparation de cette réouverture des classes a été bien cernée par les autorités de l'éducation. Parce qu'il vous en souvient que déjà le 29 mars, le ministère a
ayant commencé déjà à planifier cette réouverture, a dû dialoguer avec et les fédérations des syndicats, des enseignants et les parents d'élèves et les centrales syndicales pour étudier les conditions de faisabilité d'ouverture de des écoles. Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui minent l'école et qui peuvent, si ça devait interagir, tirer cette réouverture vers le bas. Donc, toutes ces dispositions, tout a été posé. C'est ce qui avait même contraint l'État à pouvoir faire un saut vers l'arrière pour laisser passer le 8 juin pour arriver au 15 juin. Donc, le temps de pouvoir mettre en place, de mobiliser les efforts pour mettre en place un certain nombre de dispositifs qui garantissent et la sécurité et la sérénité des élèves. Donc, à ce jour, nous avons constaté, et comme il l'a dit, sur plusieurs endroits du pays, d'abord par plus de contact, qu'il y a le minimum. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut tout donner le même jour, ou bien à la fois. Nous connaissons notre pays, nous savons sa capacité, et nous ne pouvons pas exiger plus que sa capacité. Il y a le minimum qui est là. Maintenant, c'est la gestion. Le minimum, c'est-à-dire? Le minimum, ça dit qu'il y a des écoles qui ont, je ne sais pas si c'est l'État ou bien c'est elles-mêmes, mais ce qui est sûr, c'est que vous arrivez dans certaines écoles, vous avez les dispositifs de lave-mains, vous avez les bavettes, vous avez des gels hydroalcooliques qui permettent aux enfants, vous avez les dispositions des sièges, et vous avez le nombre d'élèves qui doivent venir et qui sont seulement les élèves qui ont un examen. Donc les autres sont à la maison. Et il y a d'autres mesures également qui ont été édictées hier par le chef du gouvernement par rapport à tous ceux qui doivent rentrer dans l'enceinte de l'établissement. Donc, dans l'enceinte de l'établissement, comme il a su préciser, je pense qu'il y a le minimum qui puisse permettre à ce que nous puissions dire qu'il y a garantie de sécurité. Ensuite, les enseignants, eux, ayant participé, mais puisque, quand je dis ayant participé, à travers les fédérations, il y a eu des discussions, ça veut dire qu'ils ont pris la mesure de la chose et sont capables de pouvoir accompagner les enfants à pouvoir se mettre à l'abri de la contamination et de la propagation de la COVID-19. Je pense également que des dispositions sont prises dans l'organisation pédagogique de ce qui va se faire dans les établissements, et que des gens se sont bien préparés pour accueillir ces élèves et ne faire que ce qu'on a demandé qu'on fasse, c'est-à-dire permettre aux enfants de reviser les acquis qu'ils avaient avant le départ, et renforcer et consolider ces acquis pour se préparer à un examen. Donc je pense que tout ça là, nous pouvons dire que c'est bien. Maintenant, comment cette préparation va être consommée par les élèves eux-mêmes, c'est ça la grande question, parce que il y a d'abord la maison, il y a l'école, et entre la maison et l'école, il y a un parcours qui n'est pas souvent contrôlé ni par les parents, ni par les enseignants. Que va-t-il se passer dans sur ce parcours-là? C'est ce qu'évoquait tantôt Germain Sosso. Moi, il faut le dire, quand je venais pour cette émission, en fin d'après-midi, moi, j'observais un peu les élèves sur le chemin et je riais parce qu'on les envoie à l'école, on les contraint à avoir une distance sociale entre eux, à porter les bavettes. Ceux que j'ai vus dans la rue, ils ont tombé les bavettes, ils se sautaient dessus dans la rue finalement. Ils l'avaient dans la main comme ça. Oui. Avant de revenir rapidement sur ça, oui, c'est sur le constat que nous avons fait tout à l'heure. Il faut avoir l'honnêteté de dire que ce constat se fait dans les écoles publiques. Vous savez, l'éducation aussi, c'est l'école privée. Donc, par rapport aux écoles privées, je peux vous dire que là, il y a un petit bémol. Je parle sous réserve jusqu'au soir d'avoir l'ensemble des informations. Mais ce que je sais, c'est que oui, l'État a fait des efforts prioritairement au niveau du public. Et vous savez combien le privé au Togo participe à l'éducation. C'est bon, si je donne des informations qui ne sont pas vérifiées, comme en inscrit, mais ce que les premières informations que j'ai, plus que les... Oui, non, ce que je veux dire, c'est, il me semble que l'effort de l'État
l'État doit continuer l'effort de sorte que ça aille au niveau des privés. Parce que c'est les mêmes élèves, c'est les mêmes enfants du Togo que ceux qui sont au CM2, comment l'appelle-t-on là, en troisième, en première, en terminale, dans les écoles professionnelles qui sont du privé aussi, les mêmes efforts, moi j'estime que tous sont fils d'un même gouvernement. Il faut tout faire pour que, si on ne peut pas tout faire dans les privés, au moins qu'on fasse en sorte que, puisqu'ils font déjà les privés, c'est les écoles privées même, les fondateurs qui paient eux-mêmes les enseignants et tout ça là. Bon, si on ne peut pas leur donner les kits de l'arme, et puis je crois que les kits de l'arme même aussi, ça on a parlé, c'est pas l'État qui a fourni les kits de l'arme, mais je crois que les écoles même se sont débrouillées là-dessus, ça il faut le dire. Mais l'État a envoyé les bavettes, les cachinets, tout ça, là, fait les gels hydrauliques, tout ça là. Mais les kits de l'arme, en tout cas, c'est les écoles. Parce que quand vous allez dire, à l'école, l'État voulait faire pas dans les bavettes, ils ont fait ça. Il y a une conformité. Ils ont fait ça, ils ont distribué. Mais quand vous allez les kits de là, mais c'est du chacun se débrouille. Voilà. Mais les directeurs, les parents d'élèves se sont entendus pour le faire. Mais dans les privés, jusqu'à ce que je rentre au studio, je n'ai pas eu vent où, si l'État a fait peut-être des écoles avec lesquelles l'État, comme par exemple le collège protestant, encore, je ne sais pas s'ils ont eu, le collège Saint-Joseph ou dans les grandes écoles, mais il faut que je vérifie encore. Mais je sais, avant même les choses que les collègues du privé se plaignaient du fait que, d'abord, vous savez que pendant les périodes de grandes difficultés, ils ont eu du mal à avoir l'aide de l'État, dans le cadre du Covid, les enseignants. Et bon, voilà, maintenant que l'État dit de reprendre les choses avec les élèves, tout ça là, et je pense que l'État doit continuer les efforts et également prendre en charge également les écoles du privé. Maintenant, pour revenir à votre... Non, c'est une page importante que vous avez ouverte. Il y a une discrimination finalement. L'État s'occupe de ceux qui lui appartiennent, parlant des écoles publiques, et les privés, bon, c'est la débrouille. Oui, en fait, je voudrais d'abord faire constater que dans toute action humaine, il y a un élément qui entre et qui est source souvent de l'échec. C'est l'homme lui-même. Assure tout ce que nous avons écouté sur les médias, l'État a dit qu'il mettrait à la disposition de toutes les écoles, quel que soit leur statut, le matériel qui doit aider à protéger les enfants togolais qui retourneront à l'école. Et si je n'exagère pas, hier, dans le journal de 20h sur la TVT, il y a eu l'équipe de la TVT qui allait voir comment les écoles se prédisposaient pour la rentrée. Et elles ont sillonné, je pense, 3 écoles publiques dans l'instruction Lomé Aéroport et en même temps dans une école privée, laïque, où un certain directeur Gaba était accueilli. Nous avons vu les dispositifs de lave-mains et l'inspectrice disait que c'est aujourd'hui qu'elle allait distribuer le matériel. Et d'ailleurs, on peut le voir depuis un certain temps, même s'il y a des difficultés, le manuel de lecture et de calcul sont distribués à toutes les écoles, quel que soit leur statut. Et les enfants ne l'achètent plus. Je pense que l'État fait l'effort dans ce sens. Maintenant, pourquoi je dis qu'il y a un facteur qui rentre et qui est source c'est les personnes qui gèrent les milieux qui sont des fois problèmes. Vous voyez, c'est bien qu'on connaisse le pays dans lequel on vit, qu'on connaisse ses capacités et qu'on sache ce qu'on peut faire. Les écoles privées contribuent à une grande mesure à l'éducation des enfants togolais. Et dans ce sens, l'État lui-même devrait reconnaître qu'il lui serait impossible, s'il n'y avait pas d'école privée, de gérer tout. Mais au même moment, sur le plan international, on est en train de crier à ce que l'État fasse de sorte qu'il n'y ait pas la marchandisation de l'éducation. C'est-à-dire faire de sorte que plusieurs écoles privées n'existent plus, parce que quand on regarde ce qui se fait là-bas, ce n'est pas souvent de l'éducation, mais c'est du mercantilisme. Les gens veulent de l'argent. Donc, on veut arrêter cette marchandisation de l'éducation. Donc, voyant cela, même si l'État devrait contribuer, vous comprendrez avec moi qu'avant tout, les écoles privées sont des écoles à caractère commercial, et que tout ce qu'ils récoltent
ne va pas directement à l'État. Donc, quelque part, ils ont un chiffre d'affaires. Oui, mais en même temps, ça aide aussi l'État à résorber la question non seulement de l'éducation, mais du chômage et tout. Non, c'est pourquoi je dis... absorbe énormément de... Non, c'est-à-dire que maintenant, c'est comment l'État devrait participer à ce que ces écoles-là planifient ce qu'elles réceptionnent, ce qu'elles tirent comme avantage dans l'exploitation de ces écoles et le réinvestissement dans la gestion de ces écoles. Vous avez vu tout de suite au cours du confinement, tous ceux qui ont crié beaucoup, c'est les enseignants du confessionnel. Des choses du privé. Du privé parce que dès que les gars ont quitté les écoles, ça veut dire qu'ils ont été laissés pour compte. Et cette reprise, imaginez quelqu'un qui rentre après 2 mois sans salaire, comparé à quelqu'un qui rentre avec salaire sur 2 mois. Ce que vous avez vu peut être réel parce que est-ce que le chef de l'établissement ou le fondateur pouvait avoir le courage d'appeler celui qui l'a laissé de côté pendant 2 mois sans salaire pour venir l'aider à aménager le site scolaire? Non. Par contre, quand le gouvernement a donné les indications et les chefs d'établissement ont appelé les enseignants du public, eux, ils sont liés par un contrat mensuel avec l'État, ils devaient répondre. C'est la non-réponse là qui devait être une infraction, alors qu'ici, on pouvait contester parce que vous ne m'avez pas payé depuis un certain temps, vous me demandez pourquoi. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu du bémol qui a été jeté dans l'organisation, comment l'appelle-t-on, dans l'Assemblée, que après l'Assemblée que ces écoles, des enseignants des écoles privées ont fait, de pouvoir appeler tous les enseignants du privé à reprendre aujourd'hui pour donner suite, pour laisser la chance à avoir la suite des négociations avec les fondateurs. Ce matin même, vous devez voir que certaines écoles privées ne devaient pas rouvrir parce que faute d'enseignants. Donc nous allons demander vraiment que les hommes qui ont dit nous voulons, c'est une œuvre sociale après tout. Ils ont opté pour une action sociale, éduquer les enfants, doivent comprendre que ils ont des responsabilités à remplir et que même si l'État, par moment, ne fait pas tout. Parce que je suis certain que dans certaines écoles, les dispositifs, comme vous l'avez vu, relèveraient soit de l'enseignant, soit de l'équipe des enseignants, soit de la contribution des parents d'élèves, soit des dons qui viennent d'ici là. Voilà. D'accord. Alors, l'autre volet, c'était la question que je posais, le comportement de ces enfants hors de l'école. On veut les mettre à l'abri de la maladie en les faisant respecter les gestes barrières, mais une fois qu'ils sortent, ils retrouvent leurs vieilles habitudes finalement. Oui, ça va. Il faut c'est pour cela que les acteurs de l'éducation doivent être tous associés, y compris les parents d'élèves. Vous savez, ce n'est pas, quand je dis les parents d'élèves, c'est pas le comité des parents d'élèves seulement. Tous les parents doivent véritablement aider aujourd'hui le système éducatif en faisant en sorte que, les sensibilisations qui se font à l'école déjà puissent être également reprises dans les maisons. Et qu'on les enseignants eux-mêmes qui vont parler aux enfants, mais que les parents aussi aident les enseignants pour que dès qu'ils sortent, que les bavettes ne soient pas jetées. Et je voudrais vous rappeler même que dans la distribution des bavettes, déjà, ce matin, moi, j'ai constaté qu'on a distribué dans certaines écoles, on a donné à chaque élève 2 bavettes pour dire, si ils portent les choses qu'on peut laver, tout ça là. Plus ce que les parents, parce qu'il faut aussi féliciter les parents. Les parents même, la plupart des élèves sont venus avec des bavettes, presque tous, avant même qu'ils ne reçoivent l'état de voilà, donc ça, on peut se dire même qu'au moins chaque élève du public disposait au moins de 3 bavettes. Donc si demain, comme vous le dites, si l'État nous écoute, peut faire vraiment l'effort pour aider les privés tels que vous le dites, ça serait une bonne chose. Et je voudrais aussi renchérir en disant que les écoles privées, contrairement un peu à ce que vous dites, participent. Vous savez, le chômage au Togo, n'eût été la participation de ces écoles sur toute l'étendue du territoire, le chômage aurait été beaucoup plus explosif. Et donc, sur le plan social, effectivement, ces fondateurs, ces initiateurs de ces écoles-là participent. Et je peux vous assurer que nous avons des autorités ici, que nous saluons de passage, qui n'ont jamais fait le public, qui sont partis du privé jusqu'à terminer les études qui ont fait. La plupart du temps, des confessionnels. Et voilà, et donc, c'est pour vous dire que les écoles privées,
c'est pas de l'argent seulement que les gens cherchent. Et nous avons dit qu'il y a des écoles de renom. Si vous arrivez par exemple à Kara, où je crois le président de la République lui-même, il a fait Chaminade, c'est des écoles laïques, vous arrivez à ce que vous en trouvez. Alors, mais si vous avez le collège protestant, non, mais en fait, il faut dire que les écoles privées confessionnelles sont les mères de choses, des écoles. Et donc, aujourd'hui, on connaît beaucoup de proviseurs qui ont terminé des anciens, qui ont servi la nation, qui ont des écoles aujourd'hui. Beaucoup plus dans l'air contrée, pas forcément pour l'argent. Vous voyez qu'ils appellent des dons pour que l'école puisse, parce que vous avez des gens qui quittent des kilomètres pour venir à des endroits. Donc, ils font des initiatives et après, l'État reprend l'initiative. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils disent tout ça, donc tout ça, là, on ne va pas seulement dire non, c'est pour de l'argent que les gens font, mais au départ, c'est sur le plan social. Nous sommes d'accord, si demain l'État peut reprendre toutes ces écoles-là, c'est une bonne chose. Pour permettre à ce que chacun puisse avoir les mêmes chances, c'est une bonne chose. Mais je sais qu'au niveau du privé, le problème a été toujours bien avant le corona. Les gens du privé se sont toujours plaints parce que, oui, quand l'État, le gouvernement veut traiter prioritairement, c'est le secteur public. Et le secteur public, c'est vrai, c'est tous des citoyens. Les gens ont déjà les fins de mois garanties. Ils ont le matériel. Le privé, on dit que c'est lui, il est directeur de l'école privée, c'est lui qui a fait, donc il fait tout. Bon, mais de temps en temps aussi, il faut que l'État jette un coup d'œil. Je suis heureux, et l'État discute très souvent avec les fondateurs des écoles, tout ça là. Si ça n'a pas été fait aujourd'hui, je reste persuadé que d'ici 2 jours, tout ça là, l'État devra aussi faire un effort pour que ça puisse... Finalement, avec les élèves, le comportement qu'on évoque, comment on fait pour leur faire comprendre que bon, la maladie est une réalité? Si on vous fait respecter les gestes barrières dans l'enceinte de l'école, c'est que vous devez poursuivre cela même hors. Bon, en fait, ce problème-là, c'est vous et nous, vous et moi, tout le monde. Vous voyez, d'abord, je vous dirais qu'il faut amener les adultes à avoir un langage cohérent par rapport à la gestion de cette maladie. Si nous voulons encore mêler la gestion de cette maladie dans la chose politique, nous allons nous contredire et nous allons pervertir les enfants. Mais ça fait déjà longtemps qu'on est sorti de ce discours à non, en fait, la maladie. Il vous en souvient que certains ont commencé par contester même le port des bavettes. C'est ça. Et sur des créneaux qui se propagent rapidement. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ça, même les médias. Donc, quand à la fois vous dites à l'enfant c'est bien fait, et on lui dit à la fois ce n'est pas bien, on ne fait pas, vous voyez que vous laissez l'enfant dans le flou. La deuxième chose, c'est que réellement, il va falloir que les enseignants qui accueillent les enfants, parce que c'est eux qui sont capables de transformer l'enfant, de l'amener à faire ce qu'il ne savait pas faire. Il faut vraiment que, à chaque début du cours, qu'il y ait une séance de sensibilisation, appuyée d'images, de boîtes à images, pour que l'enfant lui-même discute et s'engage. Est-ce que vous voyez? Si jamais ces enfants s'engageaient un jour, c'est tout le pays qui aurait gagné parce qu'ils transposeraient l'information reçue à l'école dans leur famille. La troisième chose, il faut que les familles également, les pères, les mères, puissent ouvrir des discussions, de vraies discussions avec leurs enfants par rapport à ces mesures barrières pour que les enfants puissent adopter ces mesures-là déjà à la maison. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant, en allant à l'école, porte une bavette, en sortant dans la rue, porte une bavette, quand vous-même, en tant que parent, vous avez la latitude de sortir sans bavette. Vous pouvez dire à l'enfant, non mais en fait, les gens nous fatiguent avec le port de bavette, les ports de bavette ne nous servent à rien, on peut ne pas les porter et puis être ceci. D'ailleurs, c'est les ports de bavette qui vont compliquer la situation. Tout ça là, quand vous le dites devant l'enfant, c'est que vous aidez l'enfant à avoir des perceptions éparses de tout ce que vous voulez qu'il fasse. Maintenant, la dernière chose, c'est que c'est le modèle que nous constituons pour les enfants. C'est ça ce qu'ils répliquent dans les rues. Dans les rues, comment nous nous comportons, nous adultes. Est-ce que nous portons ces bavettes comme ça se doit pour pouvoir obliger les enfants à porter ces bavettes? D'accord. Or, l'enfant est souvent attiré par le jeu. Voilà. Dès que tu laisses l'enfant, la première des choses qui l'accueille,
c'est le jeu. Et il est difficile de soustraire l'enfant du jeu. Et quand le jeu vient, le jeu arrête toutes les lois qui existent et prend la suprématie. Et c'est ça ce qui va se passer. Vous verrez que quand les enfants seront laissés pour rentrer à la maison, ils vont toujours avoir recours à ces petits abusements, ces petites blagues. Et finalement, vous voyez, donc ça va être une épreuve très difficile. Oui. Mais nous pensons que il faudrait quand même que nous prenions des mesures au niveau des écoles pour ne pas apprendre, mais faire de sorte que ça rentre dans l'habitude de. Parce que j'ai vu aujourd'hui, l'école n'avait pas réussi à faire rentrer dans l'habitude des gens comment se laver régulièrement les mains. Mais quand la Covid est venue aujourd'hui, ça commence par... et puis maintenant, c'est les élus locaux également qui ont une grande tâche à assumer parce qu'ils devraient voir dans quelle mesure ils doivent préparer leur communauté à pouvoir relayer ces informations dans les rues. Vous savez comment il faut faire ça. Un dernier point que je voudrais qu'on évoque rapidement, il nous reste 2 ou 3 minutes pour finir, c'est que cette reprise, on l'appelle rentrée, mais c'est pas vraiment une rentrée, c'est juste quelques semaines juste de remise à niveau pour les examens. Oui. Finalement, ça veut dire qu'on va pas finir le programme normal de l'année. Non, il faut dire déjà que c'est à partir des constats. Les enseignants ont déjà fait plus de 80% des programmes. Donc, le peu de temps qui nous reste, le temps que les élèves sont restés à la maison, il faut... L'autorité a pensé, après concertation, qu'il faut plutôt s'attenir aux acquis et aller aux examens. C'est une année exceptionnelle avec tout ce qui nous est arrivé, sinon ça n'arrive jamais. Et je voudrais vous rappeler même que certaines classes, je crois que c'est les terminales, en tout cas vers ici, n'ont pas encore fait les examens sport. Avant donc il y a cet aspect de la chose qu'il faut terminer pour organiser les examens sport avant les écrits. Donc voilà autant de choses. Mais il y a un aspect que je voudrais ajouter. Vous savez, très rapidement, vous savez, lorsque nous avons eu la pandémie, que lorsque l'autorité a décidé de fermer les écoles, l'autorité savait qu'en fermant, on n'ira pas l'année blanche. Il y aura les examens. Ça veut dire que... Ce n'est même pas l'État, c'est tout le monde entier. Hein, oui, mais l'autorité chez nous. Donc, quand on a fermé, on sait qu'un jour on va rouvrir. Donc, c'est un peu ce qui nous manque, un peu, vous m'excusez, c'est l'anticipation. C'est notre capacité, déjà, dans la difficulté, à pouvoir anticiper sur ce qui va se faire. Ça fait que ça a traîné. Et je crois qu'avec cette maladie, ça nous a permis véritablement, en tant que société, en tant que communauté, de comprendre véritablement ce qui est l'ensemble de nos tares. Et je crois que quand on va sortir de ça, il faut que ça puisse véritablement nous servir en tant que société pour que demain, nous puissions être davantage plus efficaces. Je pense que l'anticipation était là, d'autant plus que l'État s'était mis dans la posture normale de conduite de l'année jusqu'à la fin. Sauf que je parle par rapport à la maladie nous a surpris. Oui, je parle par rapport à la maladie. Et quand elle est venue, les gens se sont plus acharnés à voir comment de faire de cette maladie. Et c'est lorsqu'on a compris que la maladie ne va jamais partir qu'on a commencé par rapidement monter des scénarios pour voir si on peut juguler ou bien cohabiter avec cette maladie tout en assumant. Donc, ça a été une surprise totale pour les uns et les autres. Et ça, on ne pouvait même pas anticiper. Donc, c'est en cours là. Non, je parle de l'anticipation, la réouverture. Quand on va rouvrir, comment ça va être? Voilà, donc chacun s'attendait que c'est quelque chose qui devait s'arrêter à quelques moments et que le cours normal de l'année devait se poursuivre. Oui. C'est lorsque ça n'a pas commencé que les gens on s'est dit d'accord, donc on va faire avec ce que nous avons sous la main. Vous avez vu qu'on devait ouvrir le 8, le 15, il y avait les doutes. Vous savez, et je peux vous assurer que même malgré les efforts dont on parle dans certaines écoles, tout n'est pas prêt. Vous savez, l'anticipation, c'est de se dire, oui, l'État, nous pouvons faire ceci, mais par exemple, pour l'équipe de l'AVE, les parents d'élèves, vous organisez tôt. Vous savez, je peux vous dire que c'est maintenant que certains comprennent qu'il faut accompagner. Quand je parle d'anticipation, c'est... Non, je vous suis, c'était pour vous dire que cette anticipation pouvait intervenir si on s'attendait. Maintenant, nous sommes là et nous savons que tout peut arriver à tout moment. Donc, merci, Kofi Kanitom, merci Germain Sossou. Merci également à vous de nous avoir suivis. À demain.